pour ce numéro du Ski Journal, qui reprend le thème un petit peu polémique de est-ce que les JO vont ou vont tuer le ski freestyle, mes invités, Olivier Cotte, organisateur de la tournée SFR, qui a un grand succès, ancien athlète qui a fait les Jeux d'ailleurs, au ski de boss, à la grande époque du ski de boss, on va dire. Et puis Daniel Briand, qui est concepteur et qui s'occupe aussi du marketing de Corrupt, évidemment, mais qui fait aussi bien d'autres choses, entre autres qui s'est occupé des skis des athlètes freestyle au JO, si je ne me trompe pas. C'était ma sixième Olympiade. Sixième Olympiade, d'où ces cheveux blancs qui te vont à ravir. Ouais. Alors, messieurs, juste pour commencer, est-ce que ce titre est vraiment polémique ou est-ce qu'il reflète aussi, si ce n'est une réalité, on va dire une petite inquiétude? Daniel. Donc, pour moi, c'est pas forcément un titre polémique parce que jusqu'à présent, on n'a aucun exemple de nouvelles disciplines qui sont arrivées au jeu, en discipline mineure, qui sont sorties grandies des Jeux Olympiques. C'est-à-dire, quand je dis grandis, pas par les résultats ou quoi que ce soit, mais grandis dans le fait de la continuité de la discipline. C'est-à-dire que ça ne fait pas grandir une discipline. Oui, parce que les choses soient claires, il ne s'agit pas du tout de dire de galvauder les résultats sportifs. On n'est pas du tout sur le résultat sportif des Jeux par eux-mêmes. Bravo aux athlètes, mais plus sur la construction du sport et sa pérennité. Positive ou plutôt négative. Voilà. Après, les Jeux, c'est sûr que les Jeux ont apporté un énorme focus et a fait découvrir les disciplines au grand public. Ça a été côté positif pour moi des Jeux Olympiques, de toute discipline qui devient olympique. Après, on y reviendra plus tard, mais c'est une évolution logique de tout sport qui se professionnalise. Presque tous les sports. De se faire même si c'est Et après c'est sûr que pour le futur, pas sûr que ce soit une bonne chose à moyen terme ou long terme. Parce qu'on parle toujours de ce grand public. Mais ce grand public, c'est qui? Et est-ce qu'il est si utile que ça, ce grand public? Le grand public, pour moi, c'est les Jeux du cirque. C'est-à-dire qu'ils regardent les Jeux Olympiques. Si on prend l'exemple du halfpipe, le halfpipe a été la discipline qui a eu le plus d'audimat. Tout simplement parce qu'il est tombé entre la poire et le fromage lors des Jeux. 19h30, pic d'audience. Donc ça aide. Donc après, où il ne faut pas se tromper, c'est que quand on est dans le carré freestyle, on se dit oui, c'est la discipline qui a été le plus vue. Non, c'est pas la discipline qui a été le plus vue, c'est la discipline qui a été bien placée au niveau horaire. C'est un peu différent. Ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, ces sports-là sont gérés par la FIS. Quand je dis gérer, juste avant l'échéance olympique. Le reste du temps, la gestion du ski, c'est le nordique, parce que voilà, mais surtout l'alpin. Et dans tous les cas, la FIS mettra toujours des moyens que dans l'alpin. Et il ne faut pas venir nous dire que l'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Dacia n'est pas le premier partenaire de la Fédération internationale de ski. Donc c'est encore Audi, donc il y a encore de la manne financière, c'est juste une histoire de redistribution. Mais c'est pareil au sein de la Fédération française, où on laisse relativement les gens se débrouiller, patauger dans leur truc, et puis quand c'est l'année olympique, comme par hasard, les DTN, les gens se réveillent et disent « Oh super, il y a du ski freestyle ». C'est juste un potentiel médaille, parce que in fine, comme tu dis pour le grand public, in fine, la Fédération, elle compte les médailles. Et là, comme par hasard, pour les Jeux Olympiques, comme c'est là que se décident les budgets des 4 ans à venir, comme par hasard, eh bien, le freestyle, c'est pas une petite discipline, parce qu'elle compte pour une médaille. Est-ce qu'on peut faire crédit à la Fédé et à la Fédé internationale du fait que ce soit la première fois et que donc il faut peut-être voir si les choses vont évoluer ou pas? Après, le ski cross, c'est la deuxième. Le ski cross, c'est vrai que c'est une discipline qui se rapproche plus du ski alpin et ça a été la première discipline qui a été soutenue dans les nouvelles disciplines par la fédération de ski.
depuis plusieurs années déjà, 5 ou 6 ans. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces médailles en ski cross aussi. Le pipe, heureusement, il y avait le Free Ski Project et ils se sont débrouillés tout seuls. La Fédé et a pu aider depuis le début, mais un tout petit peu. Mais c'était pas grâce à la Fédé que le groupe s'est construit et a pu s'entraîner, et parce qu'il y avait des athlètes qui avaient des contrats, qui montaient leur propre structure et tout ça. Après, le slopestyle, c'est vrai que pour une échéance olympique et le haut niveau à l'heure du sport actuel, parce que c'est une évolution logique du sport pour moi, la Fédé aurait dû s'en occuper il y a 8 ou 10 ans. On avait quand même les meilleurs freestylers au monde en slopestyle il y a 8 ou 10 ans, les Candide et compagnie, et les Laurent Favre et Mathis Compaton. On était la discipline, les Français, c'est la nation la plus forte. Et pour faire des médailles au jeu, il aurait fallu s'en occuper à ce moment-là où il y avait tout cet engouement pour préparer au moins depuis 4 ans l'échéance. Parce que c'est vrai que le sport de masse, il est aux États-Unis, Canada, même si en plus les mecs ils sont pris en charge depuis plusieurs années par les fédérations, coachés et tout. Généralement les gamins ils sont pleins de pognon aussi là-bas, ceux qui sont dans ces stations-là. Et il y a tellement de monde au départ que de toute façon il y en aura toujours 3-4 qui seront des tueurs quoi. Et en France, moi je le ramène à l'histoire de ma discipline, quoi, le ski de boss ou discipline freestyle. Au début c'était un sport, c'est pour ça attention à l'Olympique, c'était un sport fun, tendance, super tendance. Après, les Français étaient dans les meilleurs, mais la fédération a tout de suite pris en charge tout ce qui est entraînement et tout, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de pratiquants qu'aux États-Unis. Et donc, ça a permis de prendre à chaque fois 15-20 gamins, les entraîner, les meilleurs les faire monter en Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Ça, c'est vraiment le système fédéral, le FIS et compagnie. Et de préparer plein de champions pour être prêts pour les Jeux Olympiques, quoi. Oui, et à la fois, aujourd'hui, les boss, ça n'existe plus en France. C'est le deuxième effet qui se coule des Jeux Olympiques. Si tu regardes les catalogues des fabricants, les skis de boss sont même plus au catalogue. Non, mais ça, c'est normal. Tout à fait. C'est normal parce qu'en fait, ils n'ont pas... les skis de boss, moi j'ai eu une réunion à ce sujet-là avec des gens de la FIS qui répondent à la FIS pour ça. Les marques pourraient être intéressées d'aller dans le ski de boss, sauf qu'un ski de boss aujourd'hui c'est invendable. Oui. C'est-à-dire que c'est un pur produit de pratique, c'est limite comme un ski de saut. Mais pour moi, ce qui a tué la discipline, et en plus Dany, toi tu as bien suivi l'histoire aussi, tu la connais bien, c'est-à-dire qu'avant que ça passe olympique, c'était des formats en parallèle, c'était un spectacle. Avec limite big air en bas, tout ça. La discipline est rentrée aux Jeux Olympiques. Le CEO a dit on veut moins de cartons, il faut que ce soit plus figé au niveau des règles, des jugements, des trucs. On est revenu en arrière avec du single. Oui, on est revenu avec des il faut super bien poser, machin, tout ça. Il faut tourner dans ce sens-là, la moindre main, machin, tout ça. Ça a bloqué l'évolution du sport. Après, elle n'aurait peut-être jamais évolué. Mais moi, je sais qu'au début du tour, il y a 12-13 ans, maintenant c'est des vieux, les Louis Compaton, les Giel Ratchen, les Baptiste Compaton, ce qu'ils voulaient faire, c'était faire des têtes en bas dans les bosses. En bas, c'était un big air. Moi, en tant qu'organisateur, je voulais faire un big air. Et on m'a dit, si on fait ça, c'est pas les formats olympiques. Oui, non, mais... et donc, ça s'est détourné du sport, la tendance. De la tendance, ça aurait pu avoir des règles, on aurait pu imaginer n'importe quoi. Tu vois, ça aurait pu... parce que ça a toujours été free. Et l'essence du sport, de ce sport-là, et des nouvelles disciplines de freestyle, c'était le nouveau truc qui a inventé, machin, et ça score, quoi. C'était toujours rechercher des nouveaux trucs. Enfin, moi, le plus gros problème, ça là-dessus, et sur le ski de boss, où je te rejoins entièrement, c'est qu'on est passé d'un spectacle à un format, et un format à jugement. Alors, on connaît le problème des jugements, ça s'est vu avec d'autres intérêts financiers plus importants, le patinage artistique entre autres, hein. Et ce qui est surprenant, la boxe, surtout la boxe au jeu, et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on vient recréer un format à jugement. C'est-à-dire que le ski de boss est devenu un format à jugement, le halfpipe est un format à jugement, le slopestyle est un format à jugement, et on se retrouve avec tout le risque des formats à jugement, déjà. Après, l'aspect sécuritaire, le ski cross aujourd'hui, pour être très honnête, l'olympisme avec ce qui s'est passé pour la petite russe
est un peu en suspens, parce que s'il y a une discipline qui un jour risque d'être remise en cause, ça sera celle-ci. Qui plus est, si les Français écrasent la discipline. Il n'y a pas eu des choses sur le slopestyle aussi? Sur le slopestyle aussi, mais c'est plutôt le ski cross qui est un peu en suspens. Donc la problématique, c'est que n'importe comment, après chaque Olympiade, on veut suspendre des trucs, puis au final, on les garde. Oui, voilà. De quota, du nombre, la lutte qui sort et puis hop, qui revient. Voilà, en sport d'été. Voilà, c'est toujours des discussions donc qui ont un peu ni queue ni tête. Donc aujourd'hui, refaire des disciplines, comme dit Olive, à jugement, pour moi, c'est un peu stupide. Ça enlève du spectacle. Et le problème, c'est comment on juge. Aujourd'hui, comment on juge en halfpipe? Quelles sont les priorités de la FISE sur les figures? Est-ce qu'on juge le skieur dans son ensemble? Est-ce qu'on juge un mec qui saute très haut, qui fait des figures un peu carrées, puis qui, en fait, entre les deux runs, si le pipe est étroit, il n'arrive pas à sauter en face, ce qui a été le cas de David Wise, par exemple, à Park City, où il ne fait pas un run de folie. Au jeu, on a une journée de report, on ne nous la donne pas parce qu'il n'y a pas de poids politique. Il n'y a même pas de volonté politique. Alors que le spectacle aurait été bien meilleur. Bien meilleur, puisque quand on est sur une discipline de spectacle, on cherche le spectacle. Après, ce qui se passe, c'est que là, ils s'en foutent, c'est programmé télé. Ça commence à la minute, à la minute, à la seconde. Et on a beau nous dire que voilà. Puis, non, mais on nous dit que l'olympisme, c'est un sport d'amateur. Comme dit Olive, hein. Quand tu as un sport professionnel, tu passes par l'olympisme. Donc, c'est un peu ni queue ni tête, quoi. Enfin, mais en tout cas, quelles inquiétudes on peut avoir concrètement sur l'avenir du ski freestyle à cause de l'olympisme? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire concrètement, est-ce qu'on pourrait affirmer que les X-Games de Tignes ont été annulés en partie à cause de l'ombre faite par les JO? En gros, est-ce que les JO, c'est un arbre qui pousse, qui est énorme et qui tue tout ce qui pousse en dessous? Non, les X-Games, ça n'a rien à voir avec l'olympisme. C'est que ESPN a voulu développer la marque à l'international en créant des X-Games un peu partout dans le monde. Et donc, il y avait eu Tignes en premier qui fonctionnait très bien. Après, ils ont fait des X-Games à Barcelone, en Russie, et ils voulaient développer. Et en fait, toutes les autres éditions n'ont pas fonctionné du tout, enfin, eux, financièrement parlant. Et dans les contrats des autres X-Games signés dans les autres pays européens, ou Asie, ou Brésil, tout ça, ils avaient mis une clause. On signe sur 3 ou 4 ans, sauf si on arrête tous les événements X-Games hors États-Unis. Donc tout le monde a signé le contrat parce qu'il y avait des X-Games à Tignes, bon ça existait, ils voulaient développer la marque, et donc Tignes a fait les frais de ça, parce que les autres n'étaient pas rentables, et ESPN a dit on fait que les X-Games aux États-Unis, et donc Tignes a fait partie du lot aussi. Et le Dew Tour qui avait plusieurs étapes, qui est plus qu'une épreuve aujourd'hui, la crise la crise de fait, comme on dit, comme je te disais, depuis 2000, on a perdu la moitié du marché du ski, si on prend que le ski. Hein. En quantité, on est passé de 7 millions à 3,5 millions de paires, péniblement. Les références ont doublé. Ça fait que toutes les marques, maintenant, je parlerai de marques généralistes, on va dire, si elles veulent être présentes, elles sont obligées de communiquer sur l'alpin, sur le freestyle, sur le freeride, sur le nordique quand elles sont en nordique, sur le ski de saut quand elles sont en ski de saut. Donc ça représente des budgets énormes. Il n'y en a plus, justement, parce que oui, mais la crise, justement, comme tu dis, est passée par là. Après, la crise à bon dos, hein, c'est un peu, la crise à bon dos. C'est-à-dire qu'une crise financière, elle répond à certains paramètres. On ne va pas faire un débat sur les finances, mais l'impact sur le ski. Par rapport à la question posée, c'est-à-dire que les JO vont-ils tuer le freestyle? Pour l'instant, on n'a pas d'éléments concrets pour dire que... Moi, je pense que le freestyle a déjà reçu du plomb dans l'aile avant les JO. C'est-à-dire que, comme tu dis, réduction d'étapes pour le Dew Tour, X-Games qui est réduit, donc là, c'est un problème, on va dire, contractuel, mais dans tous les cas, c'est difficile. Et après, il y a aussi la volonté des stations et dans les snowparks. Il y a des gens qui se battent, donc comme Olive, à faire des événements.
mais c'est une bagarre. C'est pas une volonté. C'est-à-dire que je pense pas qu'Olive, quand il attaque sa saison, il ait 30 stations qui soient demandeuses et il choisisse les 5 ou 6 qu'il a besoin. C'est plus un travail de... Tu fais pas de casting ? Si, quand même. Mais bon, oui, mais je veux dire, ça ne correspond pas à une demande de folie. Nous, on le voit sur les produits. C'est pas les clubs se battent pas pour voilà. Bon, après aussi, les clubs des sports favorisent beaucoup le ski alpin. Donc, tu vois, aux US, les stations ont fait des pôles d'excellence. Si on prend l'exemple de Copper Mountain, qui est pôle d'excellence Fédération américaine de ski. Donc, qui a une piste de descente permanente, qui a un super G permanent, qui a un stade de géant, qui a un half-pipe permanent, en fait, et un grand half-pipe, je ne sais plus le nom, pardon. Super pipe, voilà. Donc, il y a un super pipe permanent. Et donc, ça, je suis désolé, mais nous, on n'a pas. Et il n'y a pas de station qui a vraiment la velléité de dire « on fait ». Juste un exemple, Tignes, avant les Jeux, et là, j'assume totalement mes propos, avait fait un half-pipe parce qu'il y avait une demande, un super pipe parce qu'il y avait une demande des Canadiens. Et quand les Français sont venus, ça a été la croix et la bannière. Donc hébergement, petit appart dans un coin de la station, et il a fallu se battre pour en avoir un. Les forfaits, c'était limite. Les scooters, il a fallu fournir tout. Donc il n'y a pas une vraie volonté. Mais c'est pas de la faute des JO. Ça, c'est la France. C'est ce que je veux dire. C'est la France qui, oui, mais... a priori, se met à la traîne. Voilà, mais freestyle alors qu'on était. Aujourd'hui, ça sera très facile de dire que la discipline disparaît parce que il n'y a pas de. Il y a eu les JO. Je vais juste redonner un petit exemple sur le pipe. Je mettrais juste un petit bémol entre une différence entre le pipe et le slopestyle, où quand même il y a des snowparks dans toutes les stations maintenant. Tout à fait. Après, c'est pas forcément des slopestyle haut niveau pour le haut niveau, mais voilà. Le pipe, par contre, c'est vrai qu'il n'y a plus de, il y a plus de pratiquants, il n'y a plus de pipe. Le pipe, tout à l'heure tu parlais du Team Freeski Project, qui est une histoire qui est pour moi même pas une construction d'un team ni quoi que ce soit, c'est une histoire humaine entre un coach, des gamins dans un club, et qui ont grandi étape par étape. Mais dans tous les cas, Greg, qui fait un super boulot avec ces gamins-là, qui enrichit son team, qui prend un kiné, qui prend un machin, qui prend un technos, qui prend des gens pour faire grandir ce truc-là, c'est totalement privé, ça fonctionne en autarcie, mais quelque part, ça fait pas, c'est pas accessible. C'est-à-dire que c'est pas un club, ça fait pas rêver les gamins. Les gamins, ils rêvent du résultat final, mais ils savent même pas comment ça fonctionne. On voit que Kevin, Xavier, Thomas ou Ben qui brillent, mais quelque part, c'est presque c'est une exception. Et elle ne confirmera jamais la règle. Parce qu'aujourd'hui, en pipe, je parle bien du pipe, personne ne s'aime. Parce que c'est une discipline typiquement à étage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux faire du pipe, alors comme disait Olive, un slopestyle, tu fais progresser les gamins. Tu as un gamin qui est fort dans la station, le shaper, il tape un modèle un peu plus gros. Sauf qu'un pipe, il faut un pipe d'éducation, il faut structurer, il faut un super pipe, et ça coûte beaucoup d'oseille. C'est un peu comme les pistes de descente. C'est comme le saut à ski. Pour moi, le pipe, c'est exactement comme le saut à ski. C'est une discipline de progression. En saut à ski, tu commences par un tremplin à 5 mètres, 15, 25, 30, 50, et petit à petit. Et là, en France, on n'a pas ces structures-là. Il manque de structure, donc les gamins ne peuvent pas pratiquer. Voilà. Et après, notre haut niveau est tenu au bon vouloir des Américains qui décident d'inviter notre haut niveau dans les épreuves sur invitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part le Grand Prix de Park City où tu t'inscris, et encore que c'est aussi sur invitation, Duo Tour, c'est invitation. S'ils décident, mais ils ne t'invitent pas. On l'a vu cette année avec Xavier Bertoni, où on nous dit... Xavier, il est sur la shorting list, il est alternate, et on lui dit, tu vois, tu serais américain, là tu serais rentré aujourd'hui, mais on ne te fait pas rentrer. Et ça, c'est pas une invention, on était tous présents quand ça lui a été dit. Donc le problème, c'est que aujourd'hui, c'est le bon vouloir. Si demain les Ricains disent, super, c'est un potentiel de 2 médailles au jeu, ils ont fait un triplé en slopestyle, et qu'ils disent, on va faire un triplé en pipe, c'est vite fait, ils coupent les tuyaux, Kevin, Ben, Thomas, pour le futur, ils ne savent pas où ils vont. Et ça, c'est triste, mais c'est une réalité. Alors, ils feront le pipe que fait Olive en fin de saison. Ça va être light. Parce que lui, s'il n'invite pas les Ricains, son événement n'existe pas. On s'en fout, il va y avoir plein de Coupes du Monde FIS maintenant, non ?
Non, il y en aura. Non, je crois pas. Je pense pas. J'ai pas pris d'informations. Non, moi j'ai pas d'infos là-dessus, mais ils nous ont nommé un super directeur en freestyle. Ils doivent faire des Coupes du Monde, de toute façon. Bah oui, mais ils vont en faire un minimum. Mais après, je sais pas s'il y a une réelle volonté de multiplier les étapes ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura, sûrement pas, mais au moins il y aura toujours Calgary, il y aura une étape en Scandinavie, une étape en France, je sais même pas. Donc, pour moi, le plus grand perdant, ça sera pas le halfpipe à cause des jeux, ça sera le halfpipe dans sa gestion. Je parle en France, parce qu'aux US, tu as plein de gamins qui poussent. Et quand je dis plein de gamins, c'est quand même, ils ont fait une sélection. Pour les qualifs des jeux, ils en avaient 8 et c'était... ils avaient tous la corde. Hein. Nous, ils n'avaient pas la corde. Hein. C'était signé... Comment vous avez vécu les jeux, vous? Toi, quand tu étais athlète et toi qui vas passer... En short et en tongs, la plupart du temps. Non, en fait, dans l'équipement, il n'y avait pas de short et de tongs. La demande avait été faite, mais il n'y en avait pas. Donc, au final, il faisait très chaud. Il faisait très beau. L'accueil était top. Voilà. Mais sur les épreuves, est-ce qu'on... Après, sur les épreuves, il n'y avait pas une pression particulière parce que, globalement, c'était les mêmes gens. Donc, c'était comme une épreuve de... C'est la famille. C'est la famille, avec une tribune décalée par rapport au pipe. Tu vois, donc elle était face au mur de boss et non face au pipe. Mais bon, elle ne pouvait pas tourner. Hein. Donc, voilà. Et puis, c'est quand, dans les spectateurs, qu'on enlève la famille du cousin, du copain qui a pris du club fan, du fan club, tout ce que tu veux. C'était des jeux... Ceux de Sochi sans spectateurs. Sans spectateurs. Il n'y a personne n'habite autour. Donc, voilà. Et tourner vers l'athlète. Que vers l'athlète. C'est-à-dire que c'est la première fois que je vois des jeux où tu sors et que pour la télé. Moi, on m'a raconté quelque chose. Il y a des personnes qui étaient à la cérémonie d'ouverture avec des places payantes. Et les écrans géants étaient tournés côté tribune officielle et médias. Et tout était fait pour la télé, et donc ils ne voyaient pas, il n'y avait pas d'écran géant pour le public, ils n'étaient pas mis à disposition des spectateurs. Mais sur les épreuves qui nous intéressent, donc les épreuves de freestyle, est-ce que tout le monde a profité finalement de l'événement, parce que c'est quand même un moment Moi, je pense attendu. Que je pense qu'il y a des gens déjà qui n'ont pas remis en cause, mais en tout cas qui se sont inquiétés ou qui ont pu avoir la discussion qu'on a maintenant en disant non. Et après, vu de l'extérieur, ceux de Sochi, je trouvais que c'était des jeux magnifiques sur le plan sportif, sur les sites de freestyle, hormis le pipe parce qu'il a des G. Mais je pense que les athlètes, ils ont dû kiffer, que ce soit le chef et l'organisation. Oui. Et après, moi, ayant vécu aussi ça d'un petit sport mineur, les Jeux Olympiques, ça reste les Jeux Olympiques, quoi. L'événement majeur où tu as quand même plus de stress. Tu sais que c'est super important pour toi, pour ta carrière. Et même sportivement parlant, tout le monde connaît les Jeux Olympiques. De toute façon, même sans penser partenaire ou notoriété, en tant qu'athlète, quand tu arrives aux Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques. Et tu sais que c'est 30 secondes, une fois tous les 4 ans, et qui peut... Mais justement, est-ce que c'est pas l'affect qui est le plus important? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'affect? Il y a beaucoup et on dit il y a énormément d'affect. C'est super bien pour le sport, alors que c'est que lié à l'affect des sportifs et à un éclairage énorme sur un grand public qui finalement se contrefoutera du sport en lui-même, retiendra que les champions. Mais c'est sûr, c'est un affect et c'est une image que véhiculent les Jeux Olympiques, comme peut le faire à un moindre niveau les X-Games, quand on parle aux athlètes, entre être médaille olympique et gagner les X-Games. Bon, c'était les premiers Jeux Olympiques aussi. C'est sûr qu'ils préféreraient cette année être champion olympique, quoi. C'est ces marques-là, Jeux Olympiques, qui font rêver les gens, qui font rêver aussi la personne de 50 ans ou 60 ans qui est devant sa télé et qui va regarder tous les sports qu'il n'a jamais vus juste parce que c'est les jeux, et qu'il y a une émotion, mais ça fait pas avancer, et que c'est un rêve. Ça peut, mais pas forcément. Alors après, il y a des pays où ça fait avancer. On parlait des US tout à l'heure.
un champion olympique qui soit champion de curling ou de halfpipe ou de descente aux US, tous les champions, c'est un dieu vivant. Voilà, mais tous les champions olympiques. Donc il y a ce statut, c'est-à-dire qu'après il y a aussi la façon de vivre les Jeux olympiques. C'est-à-dire que c'est dans le caractère des athlètes. Hein. Tu as des athlètes qui vivent les Jeux olympiques pour gagner, tout déchirer, parce qu'ils savent que leur après-carrière ne tiendra qu'à ça. Après, tu as des athlètes qui les vivent plus en spectateur. Et là, pour le coup, le spectacle était faramineux. Je dirais que nous, en France, on avait des athlètes qui l'ont vécu assez en spectateur et d'autres qui l'ont vécu de façon très américaine. Pour le coup, le pipe, c'était escalable, puisque eux sont toujours avec des ricains, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut se mettre les couilles sur la table et y aller au mastic. Les autres, le slopestyle, ils savaient qu'ils ne rentreraient pas, donc c'est toujours un peu ambigu. Mais il fallait une présence française pour légitimer tout le travail qui est fait dans les clubs, tout ça. Moi, aujourd'hui, et là où je reviens, c'est plus un problème structurel dans le futur, de dire, est-ce qu'on a des volontés de dire, en pipe, on va mettre des gamins, et puis on va semer, on va prendre 3 clubs, et puis on va faire un pipe, super pipe, où les gamins vont les... J'y crois pas, parce que et là, pour le coup, je veux bien croire au problème économique. Là-dessus, qui paiera et qui se servira d'une structure comme ça. Ça, c'est un premier point. Une structure de haut niveau. De haut niveau, hein, bien sûr. Pour former du haut niveau. Et puis, deuxièmement... Après, il y a de la fédération, on n'est pas pauvre. Après, c'est sûr qu'il y a de moins en moins d'argent. Il y a plus de disciplines. Et quand il y a des nouvelles disciplines qui arrivent, t'es pas forcément bien accueilli parce que forcément, il faut prendre un peu ailleurs. Et donc, pour financer. Mais c'est sûr que ce qui a été fait... Je pense que c'est bien, mais c'est pas suffisant pour les futurs half-pipers. Il faudrait les prendre gamins et les entraîner, parce qu'autrement on n'aura plus de champions en pipe après Toto Krief et Ben Valentin, après cette génération-là. Et en slopestyle, il y a plein de gamins, mais à un moment donné, il faut qu'ils accèdent à des sites vraiment haut niveau. Et là, il faudrait que... Et il faut que ce soit les deux qui viennent structurés, et que ce soit des gens qui gagnent. Faut qu'ils gagnent. Oui. Parce que c'est eux qui traîneront. Aujourd'hui, un Kevin n'a rien à prouver, un Xavier n'a rien à prouver. Ben, même s'il est sur le chemin parce qu'il progresse, ou Toto, pareil, il faut qu'il passe le cap, c'est-à-dire gagner pour créer le capital rêve pour d'autres gamins. Parce que aujourd'hui, eux, ils ont créé leur entité, leur team, mais ils ont aussi une valeur d'exemple. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas d'outils pour faire rêver les gamins, je donne juste un exemple, c'est que l'été dernier, quand on était aux Deux Alpes en entraînement, au final, personne vient les voir, quoi. Personne dit, on va faire du pipe, ils vont peut-être nous expliquer ou machin, il n'y a pas d'engouement réel, quoi. Comme étaient les stages, si on prend le ski de boss, avant il y avait les stages nano, les trucs comme ça, il y a des gens qui ont investi, et là, est-ce que ces athlètes-là vont avoir la volonté d'investir et de dire, nous on transmet? Est-ce que c'est leur rôle ou pas leur rôle? Je ne me pose même pas la question. Pour moi, ça en fait partie, mais... Alors économiquement, pour être très terre à terre, si on pense que les JO font du bien au ski freestyle, théoriquement les athlètes vont signer des contrats qui seront corrects. Ou en tout cas, n'auront pas de mal à signer des contrats. Oui, l'année d'avant. Et oui, et là, ceux qui doivent signer là maintenant, pendant 4 ans, ça va être dur. Pour être honnête, ceux qui renouvellent leur contrat là maintenant à la date d'aujourd'hui, j'aimerais pas être à leur place. Parce que pour une marque X ou Y, pour un athlète français, j'entends bien, il faut que ce soit une marque qui veuille communiquer aux États-Unis ou qui communique déjà aux US. Sinon, le reflet médiatique, alors le SFR Tour qui a un bon produit, mais il n'y a pas... ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, une marque, quand elle investit sur un athlète, elle veut justement, alors ça c'est limite stupide parce que on devrait des fois se contenter de notre micro-milieu et profiter de briller une fois tous les 4 ans. Et là, on veut faire l'inverse, c'est-à-dire on brille tous les 4 ans et on voudrait avoir chaque année la même exposition médiatique. C'est la vraie problématique, elle est là. Tu vois, il n'y a plus d'événements comme un vrai événement pour moi qui était un événement top, qui était le mondial du ski, qui a disparu. Et où personne n'est moteur de ce genre de choses, c'est-à-dire l'événement qui marquait le départ de la saison.
Et il n'y a même plus d'événements vraiment forts qui marquent la fin de saison. Et où tout le monde se croisait, tout le monde croisait ses expériences, tout le monde disait, bah tiens, je vais vers ça, je vais vers là. Les gamins voyaient les athlètes, ça existait, c'était pas virtuel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'avantage de Facebook. Il y a l'IF3, mais qui n'est pas sur la neige, mais il y a l'IF3 des rassemblements de début de saison. Oui, mais l'IF3, c'est pas sur la neige, c'est un peu... moi, j'aime bien l'idée, sauf que le problème, c'est que aujourd'hui, on veut tout vouer à l'image. Moi, j'ai eu pendant très longtemps, j'ai eu des discussions aux gens. Le mondial du ski, c'était un rendez-vous c'était top, unique, quoi, qui rassemblait, mais même au-delà que des nouvelles disciplines, quoi, très très large. Très très large. Tu vois, tu avais une épreuve de ski cross, tu avais du slopestyle, c'était des démos. Les journalistes, c'était énorme. Bon, et pas pour un coût énorme. Alors. Non, mais après, si on parle d'économie. C'était une autre époque. Non, le début, c'était surtout un événement qui correspondait, ce que je disais tout à l'heure, à la taille de ce que l'on est réellement. Un marché, c'est-à-dire que si on prend la pyramide des utilisateurs, donc aujourd'hui, nous, sur la pyramide, quand on a un mec qui gagne le SFR Tour, on est super content. Et ça nous convient très bien, ça devrait nous convenir. Et puis on se dit, bah tiens, on a un extra. Un extra, c'est les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que tous les 4 ans, bing, ça brille. Et là, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut attirer des marques qui, elles, n'auront pas de retour. Et puis, au final, elles vont être... tu vois, on le voit avec les grosses marques. On le voit avec des gens comme BMW, des gens comme ça, qui sont partenaires du CNOSF, qui, elles, capitalisent parce qu'il y a 2 Olympiades, donc tous les 2 ans, ça brille. Nous, ça brille que tous les 4 ans. Donc la problématique. Toi, sur ta tournée au SFR, sur ta tournée au SFR, le fait que le freestyle soit devenu olympique, est-ce que tu as senti que ça changeait quelque chose auprès des skieurs, mais auprès de l'entourage, de tes partenaires Est-ce qu'il y a eu un avant et un après l'annonce? Il y a eu un engouement médiatique plus important. Ouais. Après, c'est vrai que la tournée est aussi montée en gamme, donc il y a eu des athlètes de plus haut niveau, enfin les meilleurs mondiaux sont venus cette année. Après, je pense que les athlètes se sont régalés. Après, c'était beaucoup plus international que les années précédentes aussi, donc c'était un petit peu différent pour ressentir. C'était moins championnat de France. C'était difficile à comparer entre les personnes en présence cette année et l'année d'avant. C'est-à-dire qu'il y avait des clubs, tout ça, mais il y avait, c'était beaucoup plus quand même international et très haut niveau. Et sur la saison 2015 qui s'annonce, est-ce que ça va être la même tendance ou est-ce qu'on va revenir à cette espèce de championnat de France qui est cette tournée Non, ça sera la même tendance. Après, de toute façon, si on fait des donc ça fait passer un step. Oui, après, mais c'est pas forcément les Jeux Olympiques, hein. C'est les partenaires, c'est un petit peu tout. Il n'y aurait pas eu les Jeux Olympiques, je pense qu'on aurait fait le même step, ça aurait été le même step. Ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques. En termes de participants, là, cette année, il y a eu les Jeux Olympiques, Gus Warsi a fait le médaille d'argent, il est rentré aux US, il est revenu faire l'étape de l'Acusa, du SFR Tour, parce qu'il avait envie de venir la faire. Les Jeux étaient passés, c'était pas pour se montrer, il y avait d'autres choses à faire, il avait fini sa saison. C'était... Non, au contraire, les Jeux Olympiques, ça nous faisait un créneau de 3 semaines où on ne pouvait pas faire d'événements. C'est plus compliqué à caler les dates. En tant qu'organisateur, c'était plus compliqué. Après, ça a aidé pour la médiatisation de la discipline et des champions français. Je pense à l'équipe de slopestyle. Voilà, on est passé sur TF1. Il y a eu 3 minutes dans le 20h de Claire Chazal. Bon, et tes interlocuteurs pour les athlètes. Tes interlocuteurs station, eux, ils le vivent comme une animation, j'ai envie de dire, locale, ou est-ce que cet éclairage JO... Ils le voient vraiment comme un vrai événement à part entière. Mais bon, parce qu'aussi on est monté en gamme, parce qu'il y a plus de médias, on a des live TV sur l'équipe 21. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui fait que les stations... pour quelque part un faible ticket, c'est-à-dire qu'ils nous aident avec des gros besoins machines, enfin sur pas mal de choses. Ils ont un bel événement à la fois médiatique, qui fait aussi d'animation pour la station. Oui, pour eux, c'est très, très bien, quoi. Donc pour toi, pour tes tournées SFR,
les JO, c'est un impact neutre. Ah non, pour moi, ça, ouais, c'est un impact neutre. Ça peut peut-être réconforter des partenaires sur du long terme. Des partenaires qui ne sont pas des partenaires techniques, extra-sportifs, qui se disent voilà, c'est des disciplines olympiques pour des grosses marques, ça peut les rassurer et dire voilà, mais bon, ils étaient là avant, donc c'est pas ce qui les a fait triper non plus. À la base, c'était vraiment le freestyle. Moi, je suis plus. Je dis attention pour les Jeux Olympiques. Les disciplines maintenant sont devenues olympiques, mais pour moi, c'était une évolution. C'est une évolution logique de tout sport qui démarre petit, alternatif et très free, et qui après se professionnalise. Et voilà. Mais le problème des Jeux Olympiques, c'est qu'il ne faut pas que la FIS mette des règles à bloquer le sport au niveau de critères de jugement, de choses comme ça, qui disent attention, il y a trop de crash, il faut qu'on fasse attention, il faut que les mecs posent encore plus sur les pieds. Voilà. Et on va avoir toujours les mêmes rotations. C'est un petit peu le problème de ces sports à jugement qui se professionnalisent. Il faut faire attention avec ça. Mais la force du sport, je parle du slopestyle, c'est que elle est super démocratisée, quoi. Il y a des snowparks dans toutes les stations. Il y a le petit Parisien qui a 6-7 ans et qui va s'amuser dans le snowpark. Il y a quand même une grosse population. Les pistes maintenant sont lisses, quoi. Moi, à mon époque, on faisait des bosses. Les gamins, ils allaient faire des bosses parce qu'ils ont chié sur les pistes lisses. Maintenant, les pistes sont damées, donc on crée des structures et c'est bien. Et c'est l'évolution des choses pour que les gamins s'amusent. Mais les slopestyle, pour moi, à cette force-là que n'avaient pas les bosses, c'est que voilà, il y en a dans toutes les stations, quoi. C'est quand même beaucoup plus fort. La base est très forte, quoi. Et est-ce qu'on va arriver à sortir des rotations, et j'en fais 3, et j'en fais 4, et j'en fais 5 c'est les Jeux Olympiques, enfin les Jeux ou n'importe quelle discipline, c'est quand même à la base le concours de celui qui a la plus longue, hein, donc oui, c'est la base de la compétition. Oui. Donc il y aura progression, triple, quadruple s'il faut, mais c'est la règle. Hein. Et alors, le problème qu'on peut avoir, c'est que si par contre on continue dans ces évolutions ultra techniques, c'est que le petit gamin de 5-6 ans s'identifie plus au champion parce que ça devient du saut acrobatique. Et puis surtout, voilà, est-ce qu'il ne faut pas prendre des gymnastes et les mettre au ski? Ça, c'est l'éternel débat. Hein. C'est comme en ski alpin. Est-ce qu'il ne faut pas prendre des gamins qui sont bien bâtis à 6 ans, 7 ans, 8 ans et qu'on fait ils font du ski. Non, mais oui, les gymnastes, on l'a vu en saut artistique, où en fait, quand il y a l'événement qu'il y a eu à Pékin, je crois, qui était énorme, les Jeux Olympiques à côté, c'était rien. Ça ne marchera jamais. Le problème, c'est qu'après, c'est une histoire de mentalité. De dire, est-ce qu'on prend un gymnaste qu'on extrait le snowboard, il y a eu un temps, les premiers snowboarders, on prend David Vincent, c'était un gymnaste. Et c'était un des premiers. Donc, moi, honnêtement, il y a un truc qui, pour moi, dans le slopestyle, fait que c'est pas compris, cette discipline au niveau olympique, et je pense que ça disparaîtra, et pour le coup, ça sera peut-être même bien, c'est toute la partie rail, qui est un non-sens. Enfin, c'est un point de vue, hein, mais c'est un peu un non-sens. Tu n'as jamais été rail, toi? Je suis pas rail parce que je suis quelqu'un qui respecte trop le matériel. Je veux dire, le matériel a un coût. Ça peut être un frein pour des gamins qui viennent vers ces disciplines, le rail, tout simplement parce que les parents payaient des skis 500-600 euros et le gamin il va faire 2 jours de ski et puis avant même de skier avec, il commence à mettre des grands coups de râpe dans la gueule de ses skis parce qu'il veut faire du rail. Alors, qu'on fasse du rail, mais que ce soit une discipline sportive, nous, en tant que marque, je pense qu'on ne peut rien revendiquer de technique. En pipe, pour le coup, on revendique du technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire on fait un ski spécifique de pipe. Un ski de slopestyle, quand il a passé par le stade de rail, je suis désolé, moi, au jeu, j'avais aussi à charge éventuellement d'aider les gamins en slopestyle. Quand tu vois la gueule de leur ski, tu leur dis, je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi. Mais rien. Oui, mais après on peut pas aller contre les rails. Je sais que ça fait kiffer les gamins, quoi. Ah non, mais il y a pas mal de différences. Après, c'est sûr que le grand public ne peut pas trop comprendre. Comprend pas, cautionne pas forcément. C'est pas simple. Non, mais forcément. Et après, c'est sûr que c'est des figures très urbaines qui viennent du street, mais
les rails, les gamins, ils s'éclatent, quoi. Ah, mais bien sûr. Les athlètes, c'est vraiment... Mais personne ne comprend. Hein. Je peux te dire que n'importe quel coach que tu mets au bord de la piste ou n'importe où pendant les jeux, le morceau de rail, c'était ennuyeux. Puis quand tu vois les amplitudes qu'ils prennent, et là, le parc, ils avaient fait un truc d'exception. Donc, en gros, en rail, il aurait fallu faire des rails de 25 mètres pour que ça ressemble à quelque chose, quoi. Pour que ce soit proportionnel. Est-ce que ça c'est sûr en termes de spectacle, non, mais c'est sûr. De lisibilité, je veux dire. Hein. Après, le matériel, à la limite, je pourrais presque pas m'en plaindre et dire plus il y a de skis cassés, plus on en vend. Mais, oui, mais est-ce que ça fait vendre des skis Non. Est-ce que ça fait vendre des skis le freestyle aujourd'hui? Non. Spécifique. Honnêtement, non. Non. C'est dur hein, comme constat, mais les marques, on prend des gens comme Dynastar qui ont été pionniers. J'ai deux gamins, 8 et 12 ans, ils ont les doubles spatules. Oui, non, mais attention, la famille double spat est devenue très large hein, maintenant. Ah oui. T'as le backcountry, tout ça. Donc moi, je parle du pur freestyle. C'est-à-dire si on prend, nous on a deux modèles. Hein. On a un modèle de slopestyle et un modèle de halfpipe. Les gamins, quand ils achètent un ski, ils s'identifient sûrement à Kevin Roland, à d'autres gens. Donc, je ne veux pas dire que les personnes ne font pas vendre de ski. Donc, il y a une identification qui se fait. Mais sur les skis purement spécifiques, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a été obligé de faire progresser les produits vers l'athlète par rapport à des résultats attendus. Mais au final, on a fait des skis qui sont très, très, très performants. Et là... pas facile à skier. Et nous, spécifiquement, c'est-à-dire que chez Corrupt, on a fait ce choix-là. On a fait des skis vraiment spécifiques que les autres athlètes veulent tous. Quand on voit 3 athlètes qui sont quand même restés une saison en ski blanc, c'est révélateur. Hein. Il suffisait d'aller prendre un budget dans une autre marque. On a eu des demandes d'autres athlètes, mais nous, on avait signé des gens. On a dit on ne peut pas avoir d'autres athlètes tout simplement parce que c'est plus lisible quand tu es tout seul, comme en border cross. Kessler, il est tout seul, donc il est vachement lisible au final. On ne voit plus le produit. Donc on a fait le choix de ne pas aller vers d'autres athlètes. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu fais des skis trop spécifiques, on parlait du ski de boss tout à l'heure, ton ski ne se vend pas. Donc là, je parle de produits vraiment spécifiques. Après, tous les produits freestyle... Tu peux avoir un ski course avec une sérigraphie et un ski non. Donc justement, le même, mais qui justement, qui est plus on tombe, voilà, tout à fait. Donc nous c'est ce qu'on fait. Donc quand tu dis mes gamins, ils ont des skis twin tip, déjà ils ont de la chance parce que tu as beaucoup d'écoles de ski qui refusent des gamins qui arrivent avec des skis twin tip. Non. Ah, bien sûr que si. Oui. Mais allez, faites un article là-dessus. Faites un article là-dessus. Mais là, il y a un article de fond, je te le dis. Je vais juste te donner un exemple. Moi, j'ai signé des licences avec des super-héros. J'ai fait des skis alpins avec des super-héros. Les écoles de ski renvoyaient les gamins parce que le ski, il avait un Spider-Man dessus. On lui disait, mais je suis désolé, c'est pas un vrai ski. Alors que c'était un ski d'une marque autrichienne que le môme, il allait changer ses skis, il changeait, il revenait avec. Donc, pardon. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est une réalité. C'est une réalité. L'enseignement du ski est trop focalisé sur ce que les gens maîtrisent. Donc, quand tu es moniteur de ski, ton cursus d'éducation, et le moniteur de ski, dans l'absolu, il n'est même pas responsable de ça. C'est son cursus qui est responsable de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une école de ski, trouver un mec qui est branché slopestyle et tout, il y en a 1, 2 par école de ski, et puis pour les autres, c'est un martien. Et pour toi, Marc, les JO, ça va changer quelque chose ou pas? T'es médaillé quand même. Oui, c'est simple. Alors, c'est très simple. Le 17 février, on ne savait pas faire de ski. On était des petits branleurs dans un coin qui faisaient des skis. Et le 19, on savait fabriquer des skis. C'est-à-dire que vis-à-vis du milieu professionnel, les magasins, tout ça, voilà, vous savez faire des skis. Pourquoi? Ça s'est passé dans une nuit, sûrement, je ne sais pas. Il y a un truc. Mais au niveau professionnel, c'est une vraie reconnaissance, donc c'est top. Mais en même temps, c'est une déception. Parce que tu dis, merde, j'ai fait quoi pendant 20 ans? Oui, mais ce qui montre quand même que c'est un éclairage fort. L'éclairage fort est sur les professionnels. Après, les gamins, je ne sais pas si les gamins qui achètent des skis, je ne sais pas s'ils se posent cette question. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau professionnel, nous, quand on rencontre des centrales, des gens pour attaquer les référencements et tout ça, eh bien, on a une écoute qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est certain. Donc si l'investissement et le résultat, excuse-moi Laurent, est bon, c'est là. Donc finalement, le bilan, il est pas mal. Oui.
des JO pour le ski freestyle avec cet épouvantail qui est de pas tomber dans la gestion qui a pu avoir le ski de boss. En fait, il faut que les sportifs et que le sport continue à évoluer. Et il faut faire très attention par rapport à l'olympisme parce qu'ils vont vouloir encore plus verrouiller les choses, qu'il y ait moins de chutes, qu'il y ait moins de choses. Donc ça limitera, ça bloquera, ça peut bloquer les évolutions du sport en fait. C'est ça un peu le problème. Ça peut figer un sport à un instant T et dans 3 ou 4 ans, les jeunes ils vont peut-être faire donc au lieu d'être différemment à l'année 0 du ski freestyle, on serait peut-être à l'année finale et en tout cas à l'apogée du ski. Parce que en fait, quand un petit sport arrive olympique, est-ce qu'il n'est pas à son apogée? Non. En fait, le problème, il est sûrement à son apogée économique. Mais il y a un truc qui est vraiment révélateur, c'est le niveau. Aujourd'hui, le niveau, on ne va pas aller sur le halfpipe féminin. Oui. Parce que là, on ne va même pas en parler. Non, mais c'est pathétique presque. Alors, je sais que là, je ne vais pas me faire d'amis. Ça vient déjà, c'est que déjà, il y a un décalage, c'est un sport d'engagement. Qui est si peu de femmes avec. Et puis après, il y a eu aussi, elles ont eu un drame, c'est-à-dire que la mort de Sarah Burke a été quelque chose d'effroyable pour tout le monde. Donc, elles se sont plus ou moins, elles s'entendent toutes bien, et le niveau reste où il est. C'est-à-dire, je fais pas un déni sur le niveau du freestyle féminin. C'est juste que au niveau show télé, si le halfpipe masculin avait eu lieu dans des conditions exceptionnelles, les gens auraient vu un contraste énorme. Là, il s'est moins senti parce que conditions de merde et très bonnes conditions. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le malheur de ces sports, c'est le niveau. Alors, on va juste rester sur le masculin. C'est qu'en fait, en homme, quand tu regardes la finale des Jeux, tu t'aperçois que déjà, et même dans les qualifs, surtout dans les qualifs, tu t'aperçois que les qualifiés en finale, les autres, ils n'ont pas leur place parce que déjà dans les derniers qualifiés, il y a un delta de niveau. Mais c'est normal parce que là, pour le coup, on est sur une discipline nouvelle. Donc le jeu de la méthode FISE, c'est justement de niveler par le bas. C'est-à-dire qu'eux, ils mettent des restrictions qui fait qu'il y a plus de monde et plus de pays qui vont arriver à un niveau moyen. Et on va sortir le meilleur du niveau moyen le jour des Jeux. C'est seulement ça. Donc, ils ne vont pas faire en sorte que ça progresse hyper vite. Ils veulent tenir la progression. C'est exactement comme en ski de boss. Aujourd'hui, en ski de boss, les mômes, ils pourraient faire des trucs de malade. Sauf qu'il y a des règles. Et donc, on freine. Et on freine une progression pour qu'on nivelle, on ait une bonne masse de niveau. Et puis, ça avance tranquille. Après, oui. Par contre, il y a un avantage aussi dans les disciplines de freestyle avec la FISE. Parce qu'en fait, la FISE, pour l'instant, écoute les athlètes. Plus qu'on veut bien le dire. Les juges, ce sont des juges du milieu qui viennent juger. Ils s'appuient sur l'AFP World Tour aussi pour avoir des conseils. Ils font venir des shapers professionnels pour shaper. Ouais, ça a plutôt été pas mal géré, ça. Pour l'instant, ils veulent pas tout régir, donc pour l'instant c'est très bien. Mais faire attention, parce que quand on voit des articles qui sortent, attention, il y a trop de chutes en slopestyle ou autre, ou en cycross, ça veut dire attention, des modules moins gros. On va vouloir que tout le monde pose vraiment droit sur, donc c'est là où ça va limiter les évolutions. Quoi. Après, il faut assurer les faire attention avec ça. Et aujourd'hui, moi, si on reste aujourd'hui, comme est la discipline, avec le travail, par exemple, du SFR Tour et des choses comme ça, si on accepte de rester ce que l'on est et de progresser étape par étape et de briller une fois tous les 4 ans, c'est succès garanti. Si on fait comme on fait toutes les autres disciplines, c'est-à-dire d'aller voir des sponsors et de dire oui mais dans 4 ans il y a les Jeux, c'est mon objectif, c'est mon seul objectif, tous les athlètes qui ont fait ça, eh bien ils tueront leur propre discipline. Le meilleur exemple c'est en snowboard, halfpipe snowboard. C'est-à-dire que c'est tenu par un mec qui fait comme il veut, quand il veut. S'il vient au X-Games à Tignes, on sait qu'il y aura un monde de fous. S'il ne vient pas, le père Sean, qui reste chez lui, il n'y a personne. Et sur le halfpipe, alors le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de personnes ultra charismatiques.
c'est-à-dire le mec qui sort du lot. Il y a des gens qui ont du charisme, il y a des gens qui ont du talent, mais il n'y a pas d'ultra charismatique de mecs qui vont pouvoir étouffer la discipline. Et peut-être que ces champions-là dont tu parles, Kevin ou d'autres, ne veulent pas non plus étouffer et prendre toute la visibilité. Ils ont une nature... c'est-à-dire qu'ils ont toujours vécu un peu en groupe, voilà. Donc ils ont puis le caractère, tout simplement. Mais un David Wise, je peux te dire un truc, c'est que si lui, ça lui arrive d'être le prochain Shaun White, il ne se gênera pas. Ça, c'est une histoire un peu de caractère et d'éducation. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'approche des jeux. Ce cher Shaun White, il n'est pas sorti spécialement grandi de ses derniers jeux. Non, c'est le début de la fin. C'est la fin. Ouais, c'était les jeux de trop. On parlait oh là là, les gens vont s'inquiéter dès qu'il va y avoir un petit peu des accidents, des choses comme ça. Quand lui dit le slopestyle craint, c'est une voix qui porte, c'est quand même... C'est pas très bien pour la discipline. Non, c'est sûr. Non, moi je trouve que c'est même rassurant. C'est quand même écouté, enfin, il est écouté, oui. Il est charismatique. C'est rassurant qu'il soit écouté. Ça change tellement. En alpin, quand tu vois, en ski alpin. Mais il n'y a pas eu de problème sur le slopestyle. Non, mais c'était une réaction. Il n'y a pas eu de problème. Mais c'est une réaction par rapport à son ego. Mais il y a une chose qui est certaine, où je te rejoins, c'est qu'un problème d'ego, mais il y a une chose qui est certaine, et là, par contre, ça, c'est un vrai grand pas, c'est que la FIS écoute les athlètes, relativement. Elle a toujours ses habitudes, mais ils ont mis quand même des cadres techniques et tout, qui font qu'ils sont à l'écoute. Ça, c'est indéniable. Par contre, tu prends l'alpin aujourd'hui, quand ils changent de rayon de ski, c'est-à-dire qu'ils mettent une marche arrière, qu'ils repartent 10 ans en arrière, les mecs, ils gueulent tout le printemps, puis ils sont à Solden, ils font le premier géant, ils disent rien et ils courent la queue entre les jambes, quoi. Le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... Ligeti, il peut faire des stickers marqués... FIS Sucks avec sa marque, c'est bon pour son marketing, mais au final il est content d'être sur la Coupe du Monde pour faire du marketing pour sa marque. Donc c'est l'ambivalence du discours, pour moi. C'est compliqué de trouver le bon curseur, quoi. La bonne carburation en fait pour continuer à faire évoluer la discipline. Qu'elle reste corps et que ce soit vraiment le milieu, les pratiquants qui fassent évoluer la discipline. Et quand on rentre dans des gros systèmes comme les Jeux Olympiques ou FIS, après, c'est plus forcément les athlètes ou les jeunes athlètes. C'est une gageure ou ça peut tenir, ça peut faire une gageure? Non, moi je pense que ça peut tenir. Il y a plein de disciplines qui sont olympiques depuis des années et qui cartonnent. Les Jeux Olympiques aussi font permettre à certaines disciplines de survivre. Le curling. Ouais. Le saut acrobatique, le bob, le saut. Les bosses maintenant. Non, mais c'est vrai, il y a des. Mais doit-on défendre l'acharnement thérapeutique? Non, mais c'est pour ça. Donc après, le gros problème de ces disciplines, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être l'acharnement déjà, pour le coup, à des personnes qui vont croire au truc et qui vont dire, moi, j'y crois encore et ce qu'on fait nous en tant que marque, ce que fait Olive en tant qu'organisateur, ce que tu fais en tant que magazine, c'est ces gens-là qui vont dire on y va encore, peut-être jusqu'à l'épuisement. Le problème, c'est que dans tous les cas, si on ne structure pas, pour faire venir des gamins vers ces disciplines, alors là, je vais juste en prendre une qui est le halfpipe, parce qu'à la limite, je dirais que le slopestyle, honnêtement, c'est relativement bien mené, il y a plein de gamins. Puis le halfpipe, pour être très honnête, ça fait peur. Les gamins qui font du slope, moi j'en ai quelques-uns dans mon team, des petits jeunes. Dans mon team, des petits jeunes, à qui je leur dis, tiens, en fait, pourquoi tu fais pas du pipe? Ils me disaient, mais t'es con, ça fait peur. Ouais. Quel Français au JO dans 4 ans? Les mêmes. En pipe. Alors, Xavier courra plus. Et donc, il y aura Geoff. Puis voilà. Ben. Les mêmes. Toto, oui, il y aura les 4. Il y a Kevin qui sera encore là. Kevin, il sera encore? Oui, il essaiera. Après, je pense que oui. Il essaiera, mais que s'il peut gagner. Parce que Kevin, c'est son caractère. S'il ne peut pas gagner, il n'ira pas. Et derrière, personne. En jeune, peut-être Adélis parce qu'ils veulent l'intégrer, mais j'y crois pas trop. Parce que aujourd'hui, le slopestyle, comme il est. En pipe, c'est trop tard.
C'est trop tard. C'est terrible comme constat. Enfin... c'est pas terrible, c'est qu'aujourd'hui, tu as un mec comme Greg, comme je dis, il a fait son team, il a fait un travail de fou, d'acharné, de passionné. Mais après, il s'est occupé de sa structure, mais c'était pas son rôle. C'est le rôle repérer des gamins, les entraîner. C'était le rôle d'une fédération de semer et de dire on prend le travail de Greg et puis limite Greg, on lui dit tu formes un coach qui lui va lever les bons lièvres pour le futur. Ça n'a pas été fait. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Greg, son team, je dirais que au jeu de 2018, s'il continue jusque là, après peut-être qu'il ne voudra plus ou pas, mais lui, s'il veut ressommer pour après, ça veut dire prendre des jeunes maintenant, et c'est pour dans 8 ans. Qu'est-ce que fait la Fédé? J'imagine que Fabien Bertrand est au courant de ça et doit prendre le dossier à bras-le-corps. Oui, mais Fabien, je pense qu'il a fait des choses. Après, c'est pas... Lui, et avec les moyens, après, je pense que c'est au-dessus que c'est décidé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a certains budgets qui sont alloués à des disciplines. Non, puis je pense que la commission freestyle aimerait avoir plus de budget. Après, ils vont peut-être revoir différemment leur répartition entre les disciplines boss, ski cross, slopestyle et halfpipe. Là, ils peuvent peut-être faire des efforts là-dessus. Mais après c'est qu'il faut prendre un peu d'argent au ski alpin, un peu d'argent au nordique, et puis tout le monde pleure. Et le problème... C'est-à-dire que les finances ne sont pas en rapport sur une discipline. Il faut que ce soit une station. Ça peut être de 1 à 1 millier le rapport. Non, mais ça va être moi, honnêtement, ça va être... c'est s'il y a une station qui décide, on prend le truc à bras-le-corps, qui dit on fait un club structuré, bien sûr. Bien sûr. Et un autre Greg, enfin pas un autre Greg, c'est pas physiquement, je veux dire ça, mais un autre mec qui dit tiens, je veux faire ça, c'est-à-dire que je veux faire réécrire cette histoire. Tout à fait. Tout à fait. Qui dira, voilà, moi, c'est moi qui vais. Je veux être le berceau de. Alors quand tu vois qu'aujourd'hui on a du mal à trouver une station pour faire un stage d'entraînement juste avant de partir au jeu, pour avoir un super pipe. Non, mais c'est sûr. C'est compliqué. Non, mais le pipe, le problème, il y a le coût de la structure, quoi, aussi. C'est compliqué, quoi. Il faut vraiment qu'une station... supporte une structure. Une station ou un privé, enfin une marque... il doit y avoir un pôle haut niveau, j'imagine que ça a été géré en même temps. Non, mais par contre, il faut un pôle haut niveau, parce que vu qu'il y a tellement peu d'éléments, il faut prendre 5-6 gamins et les entraîner, comme à l'époque en saut acrobatique, les Français, il n'y avait pratiquement pas de pratiquants, et c'est toujours dans le top mondial, mais une marque olympique, parce que la Fédé avait la volonté de mettre de l'argent pour essayer de former des champions. Pour l'instant, la Fédé en fait s'en occupe depuis le slopestyle depuis 1 an exactement. Ouais, 1 an et demi, 1 an. Ça. Le ski cross depuis 4-5 ans, et on voit que ça a apporté ses fruits. Oui, parce que mentalement, pour eux, c'est une discipline alpine. Ils sont encadrés, déjà. Voilà, donc ça a apporté ses fruits. Le virage a déjà été pris. Et le pipe, elle n'a pas eu besoin de trop s'en occuper, les fédérations, parce qu'il y avait un groupe autonome, mais par contre, il n'y a pas de champion c'est vrai que là, il faudrait vraiment... oui, parce qu'un groupe privé, comme le groupe de Grey, c'est pas son métier. C'est pas sa vocation. C'est pas sa vocation, c'est la vocation des clubs. C'est-à-dire que la vocation des clubs aurait dû remplir et faire que Greg, chaque année, dise moi j'ai 6 athlètes, j'ai 6 places, j'ai mes 4 majors, si tant est que ce soit mes majors, c'est-à-dire qu'ils tiennent le pavé, et puis on va en rentrer 2 tous les ans. Et puis on va en sortir 2, donc peut-être que ça sera les 2 rentrants, puis peut-être que ça sera un des majors qui sortira. Enfin voilà, mais il n'a pas de matière. Même si lui avait voulu rentrer des gens, il n'a pas de matière. Il y a différentes entre les 2 disciplines. En slopestyle, il y a beaucoup de pratiquants. Il faut une structure pour entraîner le haut niveau, les meilleurs, pour qu'ils fassent des médailles aux prochains Jeux Olympiques. Là, il y a plein de gamins, entre les délices qui ont tout pété. On a vu l'évolution en 2 ans et qu'il arrive en fin de saison et il gagne, il devient... Voilà, il est tout jeune. Il y a des autres derrière, tout le monde pousse. En slopestyle, il y a du monde. Après, il faut juste leur amener une structure avec des moyens pour s'entraîner, faire des stages et rider toute l'année, quoi. Et les préparer pour les Jeux Olympiques. Et là, il y a du monde en slop. Et en pipe, il faut faire du repérage et choper 3-4 gamins pour les former dans 8 ans, quoi. Si tu en veux 4 au jeu, qui est le niveau des 4 qu'il y a aujourd'hui, parce que les 4 qu'il y avait au jeu, si on rajoute 5, mince son nom, Geoff, si on rajoute Geoff, pardon,
je peux te dire qu'il y avait 5 belles cordes, quoi. C'est-à-dire des mecs qui sont capables de rentrer en finale et tout. Aujourd'hui, si tu veux repartir avec une équipe à la base, comme ça... Il y a 7 ou 8 ans, il y avait plein de gamins qui faisaient du pipe. Hein. Bien sûr. Lolo Favre, il faisait du pipe. Loïc Compaton, il bien faisait sûr, du pipe. bien sûr. Enfin, il faisait tout. Il faisait même des bosses encore à l'époque. Il faisait tout. Au tout début, quoi. Mais je veux dire, il y avait une base de gamins, de viviers qui est pratiquant. Maintenant, il faut aller... mais honnêtement, il y aurait un vrai pôle freestyle où les gamins font tout. Et après, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Le seul problème du pipe, c'est que même si on fait un pôle comme ça, où on dit on met 20 gamins, 30 gamins dans un sport-études, parce que en même temps, alors ça c'est la grande particularité de ces mômes-là, c'est que c'est aussi la différence qu'ils ont par rapport aux alpins, c'est qu'ils parlent tous anglais couramment. Ils sont tellement autonomes qu'ils se sont un peu tous auto-forgés, quoi. Donc par contre, juste si on revient un peu en arrière, si on dit on va faire un pôle sport-études, tout bête, qu'on met 40 gamins au collège, 12-13 ans, et puis qu'on dit on va en faire des freestylers, c'est-à-dire qu'on leur fait faire des bosses, du slope, tout ce qui est freestyle, et on leur dit c'est open bar, bah déjà le problème dans le bar c'est qu'il n'y aura pas de pipe. Parce qu'il faut avoir un pipe. Sauf si une station... Sauf si une station dit, bah moi ce pôle d'excellence je le veux, parce que c'est très bon pour mon image, c'est durable. On peut en citer une station qui pourrait être très intéressée, ça pourrait être les Deux Alpes, qui disent, bah nous ça nous intéresse, on va avoir un pipe l'été, un slopestyle l'été, on veut un pôle d'excellence, on met les gamins, c'est pas compliqué à monter, des répétiteurs scolaires et tout. Le problème, c'est que aujourd'hui, bah, tu prends aux US les pôles d'excellence, c'est reconnu, Copper Mountain, d'autres stations. En France, on n'en est pas là, parce qu'il y a encore des clivages qui sont... alors là, on tombe dans le truc des remontées mécaniques, des écoles de ski, de la fédération, c'est très compliqué. Donc au final, un vaste chantier pour la Fédé française, pour reconstruire en tout cas en pipe, et pour que au prochain JO, ce soit un grand rendez-vous à nouveau, pour peu que petit à petit les règles ne tuent pas la discipline. Pour la Fédé ou d'autres, limite, pourquoi être attentiste? Elle est gestionnaire. Peut-être, elle est gestionnaire, mais gestionnaire du quotidien, mais elle a adoré la démarche qui a été faite par Greg, et je peux te dire que le soir, j'ai même la vidéo, donc si tu la veux, je peux te la donner. La première chose qui a été remerciée par le DTN, ça a été ça. Et donc aujourd'hui, moi je dis honnêtement que pourquoi pas d'autres. Demain, quelqu'un va avec un projet, voir Fabien Saguez et Michel Vion, et présente le projet carré en disant voilà où on veut aller. Je suis sûr qu'ils signent dès demain. Et si c'est une station avec un projet de super pipe permanent, ça sera encore mieux. Même certains, bien sûr. Si c'est une station associée avec une marque X ou Y, d'autres choses, pourquoi pas? Et je suis certain qu'ils diront oui. Puisque pour eux, c'est un exemple qui a marché. Globalement, il a marché. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Messieurs, merci. À la prochaine fois. Ça ne sera pas le mien alors. Non, ce ne sera pas le tien. Il veut un truc plus conventionnel.